Mesdames, Messieurs, chers amis du club Agora Manager, bonjour. Je suis Gilbert Blaise, je suis très heureux de vous présenter cette toute première émission consacrée aux enjeux RSE. RSE des entreprises est produite conjointement par Agora Media et GSF. Et GHW, c'est un lapsus révélateur, vous comprendrez dans un instant pourquoi. Alors GHW Global Care Watch, ou Earth pour ceux qui comprennent anglais, c'est une association que j'ai cofondée avec mon épouse Tina il y a 8 ans lorsque notre fils Pierre est décédé subitement d'un arrêt cardiaque à l'âge de 31 ans. Donc à nos postes de président et de secrétaire général de GHW, notre mission est désormais d'œuvrer sans relâche à la prévention de la mort subite, comme par exemple la formation aux gestes qui sauvent et les dons que nous faisons à la recherche depuis 8 ans maintenant. En 8 ans, nous avons formé bénévolement et gratuitement 80 000 personnes aux gestes qui sauvent, donné plus de 600 000 € à la recherche cardiaque. Nous avons créé le premier centre d'accueil des familles impactées par la mort subite en France. Le deuxième s'ouvre à Sophia-Antipolis au printemps prochain. Nous avons déposé le premier label Territoire remarquable en gestes qui sauvent. Un jour, je vous expliquerai de quoi il retourne. Et nous avons procédé à du lobbying parlementaire pour sortir 2 lois ces 3 dernières années, dont le dernier décret d'application est sorti au mois d'avril dernier, qui rend obligatoire pour les employeurs de former aux gestes de premier secours les personnes qui partent à la retraite, qui crée le statut sauveteur citoyen et qui impose aux entreprises d'installer dans tous les établissements recevant du public, dans des ERP, des défibrillateurs d'ici 2022. Aujourd'hui, je vous propose de prolonger cette mission en élargissant notre vision et en nous intéressant aux entreprises à impact ou entreprises à mission. La notion d'entreprise à impact ne correspond à aucune définition juridique à ma connaissance et légale à ce jour, mais elle est de plus en plus employée pour décrire des entreprises à statut commercial classique qui ont mis au centre de leur modèle économique un impact social et ou environnemental positif sur sa société. Ça peut être le cas par exemple des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des entreprises à mission dont le statut a été intégré à la récente loi Pacte. Qu'est-ce que cette entreprise a de particulier? La question, on va essayer d'y répondre. La démarche est-elle compatible avec les règles du capitalisme? On a des exemples dans la presse où on penserait que certains dirigeants ont été débarqués de leur entreprise sous prétexte qu'ils faisaient moins de performances alors qu'ils déployaient des stratégies d'entreprise à mission. On sait aujourd'hui que tout ça n'est pas vrai. Et la recherche du profit. Toute entreprise peut-elle devenir une entreprise à impact? On va essayer de répondre à cette question. Or, pour en parler avec moi, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau 4 personnalités qui réfléchissent et agissent, chacune dans leur domaine, dans le champ de la RSE des entreprises. Alors, Florence Bénichou, bonjour Florence. Bonjour Gilbert. Merci d'avoir accepté mon invitation, Florence. Vous êtes médecin de formation, fondatrice et dirigeant du cabinet Better Human, cabinet indépendant de conseil en capital humain. On évoquera tout à l'heure le concept et le label haute qualité humaine. Vous êtes spécialisé dans la santé, la qualité de vie au travail et bien d'autres choses. D'ailleurs, je tiens à présenter sans tarder une fiche qui évoque votre dernier livre qui s'intitule « Et si on travaillait autrement ?» Mickaël Dandrieux, bonjour Mickaël. Bonjour Gilbert. Vous êtes sociologue et même sociologue de l'imaginaire. Vous nous expliquerez ce que cela signifie. Et cofondateur du cabinet de conseil Eranos, qui aide les entreprises à effectuer les premiers pas dans un modèle contributif à la société. Vous aurez l'occasion de nous expliquer ce que vous entendez par là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Emery Jacquia. Bonjour Emery. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes président depuis 2009 de Camif, que tout le monde connaît. Entreprise à mission qu'on connaît moins. Spécialisée dans la vente en ligne de mobilier local et durable de cette belle maison basée à Niort. Vous présidez également la communauté des entreprises à mission qui s'est donnée pour but d'accompagner les entreprises sur leur chemin vers la durabilité. Merci également d'avoir accepté mon invitation. Merci. Enfin, Rémi Mangin. Alors, bonjour Rémi, vous êtes président cofondateur de l'agence d'aménagement d'espace de travail CDB. Et vous intervenez à ce titre aux côtés d'entreprises à impact. À travers leurs projets d'aménagement, vous partagez avec nous vos retours d'expérience sur ce sujet. Merci d'être présent aujourd'hui. Et je vous présente
sous l'insistance non dissimulée de Rémi, son dernier livre, qui est vraiment très intéressant, parce que c'est une vraie question post-Covid. Pourquoi allons-nous au bureau? Alors, il nous évoquera tout à l'heure différents témoignages d'entreprises qui lui ont délégué des responsabilités en ce sens et qui ont répondu à cette question, en fait. Merci Gilbert. Ben, je t'en prie. Voilà. Alors, j'ai envie de démarrer avec une question un peu provocatrice adressée à Michael, notre sociologue. On entend beaucoup parler d'entreprises à impact. Mais finalement, est-ce que toutes les entreprises ne sont pas des entreprises à impact? Leur activité impacte notre environnement de quelque manière qu'elle le fasse, non? Qu'en pensez-vous? Je pense que la réponse est à grande maille, oui. Alors maintenant, on va descendre dans la petite maille. Moi, j'ai la chance de bénéficier de ces deux regards. D'abord, je suis un théoricien, je travaille de sociologue, c'est quelqu'un qui va regarder ce que fait la société avec la préoccupation d'essayer de remailler le lien social lorsqu'il a été un petit peu délité. Puis d'un autre côté, je suis un entrepreneur, ce qui veut dire qu'il faut que ce que nous produisons comme connaissance s'inscrive à l'intérieur d'une temporalité, d'une forme organisationnelle, d'une réalité quotidienne, vécue par des gens, avec des enfants, famille, la vie de tous les jours, quoi. Donc je vais essayer d'apporter ces deux éclairages un peu très théoriques et très pragmatiques, en remettant d'abord un peu de bon sens. Une entreprise à impact, quand on dit le mot, et c'est un mot qu'on entend souvent, donc on prononce nous parfois sans s'en rendre compte, on soutient deux choses, ou on sous-entend deux choses. La première, quand on parle d'entreprise à impact, ça veut donc dire que cet impact, cette marque qui va être faite par l'entreprise, doit s'inscrire sur une matière. Pour qu'il y ait une entreprise à impact, il faut que l'impact laisse une trace sur une matière. Et on laisse en creux cette matière. Entreprise à impact sur quoi? Sur l'environnement, sur la société. Mais c'est très compliqué l'environnement, c'est très compliqué la société. Donc en fait, on va se concentrer encore sur ce qu'est l'auteur de cet impact, et puis on va déléguer ce que est le lieu sur lequel cet impact doit s'exercer. Et puis le deuxième point qu'on sous-entend, lorsqu'on dit qu'on va produire une entreprise à impact, faire de son entreprise une entreprise à impact, augmenter son impact, c'est qu'il y a peut-être des entreprises qui n'ont pas d'impact. Alors c'est intéressant, et si on essaye d'imaginer une entreprise qui n'aurait pas d'impact, eh bien, ce serait une entreprise qui ne vivrait pas sans cette matière. Donc une entreprise qui serait dépourvue d'un environnement, une entreprise qui serait dépourvue d'une société. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'entreprise à impact, on mobilise des caractéristiques de la forme organisationnelle de l'entreprise dans laquelle on croit qu'il existe des entreprises qui peuvent ne pas avoir d'impact sur leur environnement, ne pas avoir d'impact sur la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait qu'une entreprise aujourd'hui ait envie de se donner d'impact puisse présupposer qu'elle puisse ne pas en avoir. Donc on a pendant longtemps mis de côté ce qu'était la production de l'entreprise, comme si la responsabilité de l'entreprise s'arrêtait à la production d'objets, la production de biens, la production de services, alors qu'en réalité, nous le découvrons maintenant, et ça a pour autant toujours été le cas, la responsabilité de l'entreprise n'est pas dans les biens, les services et les innovations qu'elle met sur le marché, mais elle est dans le monde que ces biens, ce produit, ces services, ces innovations va autoriser. Pour une raison qui est très simple, une entreprise, c'est un acteur de la civilisation. C'est quelqu'un qui va produire de la culture en interne. Ça veut dire que ce qu'elle fait va autoriser des comportements à l'extérieur de l'entreprise. La manière dont je me comporte avec des collaborateurs, mes formes de socialisation, le ton que j'emploie, les comportements qui sont acceptés ou refusés vont se déployer à l'extérieur de l'entreprise. Mais aussi le type de produits, puisqu'on peut les faire, c'est donc qu'ils sont acceptés socialement, donc on peut les produire. Le type de culture que ces produits infèrent, ça veut dire qu'on les a désirés, et si on ne les a pas désirés, on en est responsable. Donc c'est une machine à manufacturer de la vie en société. Parfois très indirectement, et pourtant c'est le cas. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ce truc de entreprise à impact? C'est la réalisation par tous les acteurs de ces organisations qu'une entreprise, c'est une industrie qui manufacture de la vie, indirectement et directement. Et si je vous demande de penser, pour finir très simplement, à un objet, à un bien ou un service qui a modifié votre vie de manière très forte dans les 15 dernières années, vous allez me dire Google Earth, Google Maps, un iPhone, le vaccin contre la Covid, etc. Tous ces produits, avec des influx capitalistiques très forts des gouvernements, ont été produits par les entreprises. De sorte que les entreprises, la seule chose qu'elles font, c'est manufacturer de la vie en société. Une entreprise impact, c'est une entreprise qui le réalise. Écoute, merci Michael. Ça me renvoie il y a quelques années à une démarche que j'avais réalisée où j'essayais de prouver la valeur immatérielle d'une direction d'entreprise que je pilotais et dont les membres du COMEX considéraient qu'elle n'avait pas de valeur stratégique. Mais on en parlera une autre fois.
puisque grâce à une société qui s'appelle Goodwill à l'époque, on a fait la démonstration de l'inverse. Donc ceci m'amène à poser une question à Emery maintenant. Alors Emery, comment le président de la communauté des entreprises à mission définirait une entreprise à impact? Et est-ce que c'est compatible avec les règles du capitalisme et la recherche du profit, la concurrence, mais l'innovation certainement? Une entreprise à impact, c'est une entreprise qui met au cœur de son modèle un impact positif sur des enjeux de société, qui peuvent être des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Et donc, c'est une entreprise qui va prendre conscience de l'impact qu'elle peut avoir, définir un champ d'impact qui lui est propre, qui est singulier à l'entreprise. C'est ce qui distingue probablement l'entreprise à mission de la RSE. La mission, c'est au cœur du modèle de l'entreprise. Quelle mission je vais me donner et comment je vais traduire finalement la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi on existe, à quoi on sert, à quoi on est utile, pourquoi on est utile, en objectifs concrets qui vont se décliner dans la feuille de route opérationnelle. Alors la loi Pacte a consacré ce modèle qui avait été théorisé d'ailleurs en 2008. C'est intéressant de peut-être d'y revenir un moment par des chercheurs, ceux de l'école des mines, Blanchet-Grestin et Armand Hatchuel, qui avait théorisé sur la société à objet social étendu, convaincu que justement l'objet social de l'entreprise ne peut pas se limiter à être juste une boîte à partager le profit au fond pour les actionnaires, et qu'elle a un vrai rôle et une vraie utilité dans la société et qu'on l'a un peu oublié. Et moi, c'est cette rencontre avec ces chercheurs en 2013, après qu'on ait relancé Camif en 2009 sur un modèle d'impact positif parce qu'on n'avait pas d'autre choix. J'ai bien aimé ce qu'a dit Michael tout à l'heure, parce que moi je me suis rendu compte de l'impact d'une entreprise quand elle a disparu. Et quand une entreprise disparaît, on se rend compte de l'impact qu'elle a ou qu'elle avait sur le territoire, sur les familles qui travaillaient dans l'entreprise, sur l'écosystème, les fournisseurs. Et on s'est rendu compte que si on ne mettait pas au cœur du modèle en 2009 l'impact positif pour l'ensemble des parties prenantes, et pour oublier aucune, on peut utiliser l'acronyme de la Camif, les clients, les actionnaires, le M, c'est le monde qui entoure l'entreprise, son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, le F, les fournisseurs. Si on ne mettait pas ça au cœur du modèle, on n'avait aucune chance de réussir. Et si dans le contexte en 2008, au moment de la reprise qui se fait à la barre du tribunal de commerce, on arrive à convaincre des financiers de nous suivre, des banquiers de nous prêter de l'argent alors qu'on était en pleine crise financière mondiale, c'est justement parce qu'on a eu le soutien de tous les acteurs de la région, tout l'écosystème, qui nous ont garanti 95% de nos emprunts bancaires parce qu'ils ont compris que le projet Camif aurait un impact positif sur Niort, sur le territoire. On a créé 200 emplois là-bas en ouvrant un centre de relations clients à Niort, un centre logistique. Si on a réussi à réengager tous les fournisseurs qui avaient pourtant souffert de la chute de Camif, c'est parce qu'on a mis au cœur du modèle de la proposition de valeur l'équipement de la maison en misant sur la qualité, sur le durable et sur le Made in France. Et quand on a parlé aux fournisseurs, c'est ça qu'on va valoriser. Ça a permis de les réengager. Et donc le modèle d'impact, il s'est cristallisé au moment du redémarrage. Et puis ensuite, il s'est structuré, conscientisé par la démarche de formuler notre raison d'être, formuler nos engagements de mission qu'on a inscrits dans nos statuts en 2017, un peu avant la loi Pacte, et qui nous ont conduits, quand on a vu la puissance de ce modèle en termes de capacité de transformation de l'entreprise, à créer une association pour partager et diffuser le modèle. L'association, c'est la communauté des entreprises à mission, qui aujourd'hui regroupe 327 dirigeants qui sont en chemin vers ce modèle de la société à mission, qui est probablement le meilleur cadre pour rendre son entreprise plus contributive sur des enjeux de société. Et vous m'avez posé la question, est-ce que c'est compatible ? Moi, je poserais plutôt la question, est-ce que le capitalisme tel qu'il est, il est compatible avec la vie ? Je ne crois pas. Je crois qu'on est arrivé aux limites d'un modèle et qu'il faut réinventer ce capitalisme et que l'entreprise à mission est une façon de réconcilier l'impact et le profit et qu'il n'y a pas d'autre voie possible au fond. Parce qu'on le voit, aujourd'hui les dirigeants s'y mettent, puisqu'il y a aujourd'hui 300 sociétés à mission en France, alors que la loi Pacte elle a un an et demi, les premiers décrets de l'année dernière. Ils s'y mettent parce qu'ils ont compris que demain, il faudrait être capable de prouver l'utilité de l'entreprise, de l'objet entreprise, pour attirer des talents, des clients, pour fidéliser, pour générer de l'engagement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi dans tout l'écosystème, et donc pour rendre l'entreprise performante. Voilà, donc oui, il y a une réconciliation possible aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans, parce qu'on a tous pris conscience et qu'il y a une pression croissante des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs, sur l'engagement de l'entreprise.
Merci Emery. Quand vous évoquez ces entreprises qui, lorsqu'elles sont sur le point de disparaître, on mesure réellement leur impact à ce moment-là, ça nous rappelle à chacun l'histoire de Manu France, par exemple, l'histoire de la Redoute, quand elle a failli disparaître. Elles avaient des impacts considérables dans la France profonde, pas simplement à Paris, qui n'est pas que le centre du monde. Et on s'est rendu compte de l'impact économique et social que ces entreprises avaient sur le territoire, en fait. Donc ça, évidemment, ça nous éveille. Et d'apprendre que 325 dirigeants d'entreprise sont engagés déjà dans ce domaine. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, très rapidement, la société GSS, c'est parce que j'y ai bossé comme directeur général à une époque. Et quand elle a été créée à une cinquantaine d'années, elle considérait qu'il fallait payer ses agents de propreté plus cher que tous les autres pour être sûr d'avoir les meilleurs. Ça, c'était quelque chose qui était jouable et entendable il y a 50 ans. Et après, le monde de la concurrence et des postures achats peut avoir un impact sur la capacité ou l'incapacité à tenir ce genre d'écart. Donc ceci fera l'objet d'une autre émission avec l'écosystème des entreprises de services dont certaines m'ont contacté pour agir et pour se transformer en entreprise à impact, des entreprises de plus de 100 000 salariés présentes sur 4 continents. On aura l'occasion d'en parler ensemble. Donc je partage complètement vos points de vue là-dessus. Rémi, vous avez aménagé un certain nombre de belles entreprises ces derniers temps, mais ceci depuis très longtemps maintenant, depuis presque une trentaine d'années, et les choses évoluant, que se passe-t-il dans ces entreprises qui vous consultent aujourd'hui en matière d'aménagement et en matière de démarche managériale, d'aménagement, de comment les gens vont retourner au bureau, comment les gens vont travailler, quelle est réellement la différenciation qu'il y a à leurs yeux dans cette démarche stratégique de réaménagement de leur espace. On pense au tour à la Défense. Vous voyez comme moi des grues qui sont en train de finaliser des tours dont on sait pertinemment qu'elles sont vides. Comment on va faire pour ramener les gens dans ces tours qui sont magnifiques, bien aménagées? À côté de ça, il y a des tours plus anciennes, limite obsolètes. Quel est le rôle de CDEB dans cette démarche et dans cette situation aujourd'hui du secteur de l'immobilier? Rapidement sur les tours qui sont obsolètes et pas, on aura clairement c'est une question immobilière, on s'éloigne un petit peu de la question de l'impact, mais je réponds quand même à ça. On a vraiment des immeubles qui seront vertueux et des immeubles qui ne le seront pas. Ça sera 2 catégories, point. Ça va s'arrêter là déjà. En termes immobiliers, c'est extrêmement net. Et en fait, cette prise de conscience qui permet aux entreprises à impact, qu'elles soient des entreprises à mission ou pas, c'est une prise de conscience collective. Alors, c'est cette recherche de sens, moi, que je retiens dans mon quotidien, parce on est loin de l'incantatoire dans mon job. On est en face, on fait des ateliers de co-création avec les salariés, et donc en fait, on a un brief de la direction générale, et ensuite on travaille avec les salariés pour co-créer l'espace dans lequel ils vont travailler. Donc c'est l'outil de travail bureau, on le co-crée avec eux, et c'est là qu'on reçoit directement, et je pense que Florence c'est pareil, dans ces missions d'accompagnement, on reçoit ce dont la base a besoin pour pouvoir avancer. Et donc en fait, moi, je comprends l'impact des entreprises qu'on voit a posteriori comme ça, mais il y a aussi un a priori de ce que j'entends des gens que je vois, je reçois, c'est-à-dire que les salariés vont vers une approche très différente, et quelque part, si les entreprises ne sont pas dans ce même sens et qui ne sont pas dans le sens de l'histoire, ils ne pourront pas embaucher. C'est pas très compliqué. Hein. Donc en fait, je trouve que l'entreprise qui cherche son impact et sa mission, je trouve ça très vertueux, c'est très bien. Et ce que je vois dans la vraie vie, c'est qu'ils sont poussés finalement par la base. Et donc en fait, ils sont un peu contraints. On m'a demandé, qu'est-ce qu'une entreprise à mission? Ils ont des subventions? Non. S'ils ne font pas ça, ils vont dans le mur. Donc en fait, ce modèle, il est en train de muter fondamentalement.
Et on voit beaucoup avec le confinement que cette recherche de sens qui était plus sur les milléniums, elle s'est complètement généralisée parce que tout le monde démissionne, les gens sont partis dans d'autres endroits. Alors, aux États-Unis, ils ont 35% de gens qui quittent leur job. C'est la panique. En France aussi. Hein. Alors c'est plus facile aux États-Unis parce que les lois sociales ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors nous, on a travaillé je voulais citer 2 exemples sur lesquels. C'est pour ça que j'ai insisté sur le livre, pardon Gilbert tout à l'heure, mais parce que sur ce livre. D'accord. C'est parce que je vois. Non, mais c'est parce que Céline Boleno, qui est la directrice des affaires sociales de Danone, et Philippe Omiotte, qui est directeur immobilier des environnements de travail, ont co-signé la préface, qui est très intelligente. Et je les remercie. Et donc, en fait, c'est un recueil des opérations qu'on a fait avec 6 de nos clients, dont Danone, qui était à l'époque en tête de file. Alors, c'est pas eux qui ont inscrit en premier leur nom sur la liste des inscriptions, mais en tout cas, ils ont fait, je pense qu'ils ont contribué par la notoriété de Danone et par leur impact aussi. Ils ont impacté les entreprises ou le mouvement des entreprises à mission par ça. Donc c'est important de voir à quel point dans leurs propres locaux, ils ont voulu embarquer aussi. C'est un jeu à somme positive, c'est-à-dire que l'entreprise est poussée par les salariés et ensuite elle doit pousser les salariés pour aller dans le même sens. Et donc en fait c'est un jeu comme ça. Et l'espace de travail, les bureaux qu'on fait, c'est un levier pour pouvoir, et un témoin pour pouvoir l'incarner en permanence. Et juste, si j'ai encore une minute, Gilbert, oui. Non, non, on a fait les bureaux d'une. Je rendrai moins sur la prochaine fois. Mais on a fait les bureaux d'une entreprise qui s'appelle l'Uni, qui fait des jeux très intelligents pour les enfants. Et c'est bientôt Noël, les parents, grands-parents, frères et sœurs, etc. Je vous invite à regarder ça. L'Uni fait des jeux en bois. Ça raconte des histoires. Et donc, nous, on a fait des ateliers de co-création avec eux. Et il y a eu un atelier RSE. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable avec les salariés pendant cet atelier RSE. Alors évidemment, on a travaillé sur des sujets qui sont propres à l'aménagement, notamment le mobilier. On a fait des mobiliers éco-conçus, on a travaillé sur des mobiliers de récupération. On a évidemment, je pense que vous avez ça plein pot, c'est fabriqué essentiellement en France, maximum en Europe. Tu vas consommer 2 minutes du temps de Florence. Ah non, mais je le redonnerai tout à l'heure. Mais non, parce qu'ils sont allés jusqu'à faire des pots à compost. Donc on a, parce que comme ils veulent 0 déchet, tout ce qui la pomme qu'ils mangent, qu'est-ce qu'on fait du trognon. Et donc on a créé disons un atrium un peu comme ici, et on a mis des bacs à compost parce qu'ils vont faire pousser. Alors je ne sais pas ce qu'ils feront pousser, on verra, mais avec le compost qu'ils auront fabriqué eux-mêmes fin du mois. Je suis émerveillé par ce que tu es en train de me raconter, moi qui étais dans ce secteur d'activité pendant une grande partie de ma carrière, de voir à quel point on peut se consacrer à imaginer de faire pousser des trucs chez soi dans son bureau au regard de tout ce qui reste à faire dans les entreprises. Mais bon, je pense que ça fera l'objet d'une autre émission et qui sera certainement très très dynamique ce jour-là. Florence, en écoutant Michael, Emery et Rémi, je me dis que l'humain est au centre de la notion d'entreprise à impact, bien évidemment. Vous promouvez vous-même la notion HQH, haute qualité humaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler et pourquoi cette initiative? Alors d'abord, merci Gilbert, on s'appelle Better Human, parce qu'effectivement on pense que l'humain est au cœur, c'est la richesse même, j'allais dire, de l'entreprise, et c'est sans aucun doute la première des richesses. Et beaucoup de gens sont en train de retrouver ça. Alors, en vous écoutant tous, là, tout à l'heure, je me suis dit, mais et c'était quoi notre mission quand on s'est créé, nous, il y a plus de 15 ans maintenant? Eh bien, je suis un vieux médecin, donc à l'origine, clairement, je me suis intéressée à la santé des individus, puis à la santé des organisations. Et en fait, quand je suis arrivée sur ces sujets il y a une vingtaine d'années, j'étais un préventeur de la santé physique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur la prévention de la santé mentale? Parce que c'est tout au début des années 2000 que j'ai vu apparaître les premières problématiques justement de stress chronique, de dépression au travail, de burn-out, les premiers accidents vasculaires cérébraux précoces, les premiers infarctus du myocarde chez des gens jeunes. Voyez, et ces sujets-là
vraiment ont été importants et m'ont fait me poser des questions. Et je me suis dit, wow, les médecins du travail ont mis 70 ans pour inventer les outils de la prévention de la santé physique, c'est-à-dire juste mettre un casque, des gants, des chaussures de sécurité, enfin tout ce que vous connaissez. Eh bien nous, si on inventait les outils de la prévention de la santé mentale. Et en fait, c'est la mission que nous avions confiée à l'entreprise Better Human à l'origine de sa création. Ça reste toujours exact d'ailleurs. Et un des éléments majeurs de la prévention, ça a été de se dire, on entend beaucoup parler de bien-être au travail. Vous savez, le fameux bien-être avec ce que j'appelle moi les happy trucs, hein. Les tables de ping-pong, les baby-foot, la sophrologie, la méditation, tout ça c'est très bien, c'est très efficace. Mais c'est de la qualité de vie hors travail. On est hors sujet pour moi. Et donc chez Better Human, ce qu'on s'est dit, ce qui est important pour la santé des gens, c'est pas le bien-être. C'est le être bien au travail. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et une fois qu'on a décidé ça, et on a beaucoup travaillé avec des sociologues, des sémiologues aussi sur les mots, ça me semble important, on s'est dit, on va essayer de définir ce que c'est que ce être bien au travail. Et en fait, vous allez voir, toute la démarche haute qualité humaine, elle est basée là-dessus. Donc on a défini le être bien à 5 niveaux, très simple, vous allez le voir. Être bien d'abord dans son job, c'est-à-dire avoir une compétence, avoir des formations régulières, un bon environnement de travail, un contrat de travail, la base. Deuxième niveau, c'est être bien dans sa tête et dans son corps, c'est-à-dire être en bonne santé physique et mentale, mais aussi avoir une bonne autonomie dans son travail. Et derrière l'autonomie se cache la confiance que l'on peut mettre dans les salariés. Troisième niveau, c'est le être bien, alors là on est dans le dur, vous allez voir, dans son organisation de travail. Et là, on va parler du contenu du travail, parce que le travail est intéressant, on va parler de la charge de travail, on va parler effectivement de l'organisation du travail, des transformations dans le travail. C'est le cœur des sujets aujourd'hui. Quatrième niveau, c'est être bien dans ses relations interpersonnelles. C'est l'ambiance de travail, c'est effectivement l'équilibre vie pro-vie perso, c'est est-ce qu'il y a du respect, mais c'est surtout, est-ce qu'il y a du collectif? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une solidarité, est-ce qu'il y a une entraide dans l'équipe? Parce que vous verrez qu'aujourd'hui, dans un monde qui s'est hyper individualisé, on a un effritement réel du collectif. Et le dernier niveau, c'est être bien avec sa gouvernance. C'est-à-dire savoir quelle est la mission de l'entreprise, quelle est sa vision. En fait, pourquoi est-ce que je me lève le matin, hein, quand on dit pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille au boulot, mais c'est surtout pourquoi je me lève le matin. En quoi je vais contribuer à quelque chose d'utile dans la société. Parce que ça, c'est les questions de sens que les gens se posent aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'il y a de l'équité et est-ce qu'il y a de l'exemplarité dans l'entreprise? Ça aussi, c'est deux sujets qui sont vraiment intéressants. Et vous voyez, avec ces 5 niveaux du être bien, on a défini tout un référentiel avec, on avait un indicateur, 43 sous-indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais clairement, on a voulu définir ça. Et quand on arrive à coter ces différents éléments, et dans la cotation, on arrive à avoir des entreprises qui gèrent vraiment beaucoup mieux que d'autres le capital humain. Et les entreprises et les salariés ne s'y trompent pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont dans les entreprises qui, effectivement, ont démontré ça. Alors, j'ai appelé ça HQH, juste un peu provocateur, je le reconnais bien, parce que j'en avais marre d'être dans des entreprises HQE, vous savez, haute qualité environnementale, dans lesquelles on s'occupe des murs et des machines, mais pas des hommes et des femmes. Absolument. Merci voilà. Florence pour cette excellente réponse à une question très simple, comme on peut l'imaginer. Ceci me rappelle une anecdote rapide d'un président de société lorsque j'étais son directeur général. Il disait quand on sait où on va, on est sûr de ne pas arriver ailleurs. Et je trouve qu'effectivement, beaucoup d'échanges que l'on a autour de cette posent la question de la légitimité du dirigeant lui-même. Qu'il soit fondateur ou qu'il soit salarié. Quelle est sa légitimité? Pour quelles raisons il a créé cette entreprise? Quels étaient ses rêves au départ? Et où en est-il au fond 10 ans après, 20 ans après ou 30 ans après? Et je trouve que beaucoup de dirigeants, enfin un certain nombre de dirigeants ne savent plus où ils vont. Donc ils sont hors sujet souvent. Ils ont perdu un peu l'âme et le supplément d'âme qui était à l'origine de la création de leur entreprise. Là aussi, on pourrait faire des débats philosophiques et sociologiques sur ces sujets-là, sur les différents types de dirigeants d'entreprise. J'avais lu Stratégor
à une époque qui passait en revue tous les sociotypes des dirigeants, et je pense qu'on aurait besoin de le réécrire. Mickaël. Alors Mickaël, après toutes ces interventions, comment expliquer ce phénomène des entreprises à impact ou à mission, selon toi, aujourd'hui? Comment expliquer ça? Là, je pense qu'on est en train de dégager ensemble, avec tout ce qui a été dit, une espèce de modèle. D'abord, effectivement, lorsqu'on ne sait pas où on va, on est sûr de ne pas y arriver. Et je pense aussi que quand on ne sait pas où on va, aucun vent n'est favorable. Le problème, c'est que nous, on a considéré pendant longtemps, avec une construction très sur la base de l'ego de la société, que, un peu comme tu le disais tout à l'heure, moi je me suis demandé qu'est-ce que je voulais être. Quand on est gamin, on nous demande qu'est-ce que tu veux être plus tard. Donc on va essayer de le choisir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se pose la question qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Exactement. Et là, il y a un modèle qu'on est en train d'isoler, c'est qu'il ne s'agit plus tant de savoir ce qu'on a envie de faire que plutôt ce qu'il va bien falloir faire. C'est la société civile qui vient frapper à la porte des entreprises, avec ses nécessités, avec ses besoins, avec ses requêtes impérieuses. Et nous, eh bien, on est un peu le jouet de tout ça, il va falloir faire preuve d'intelligence, de modestie, de ruse pour pouvoir innover, trouver les bons modèles, résoudre des problèmes qui s'imposent à nous. Pourquoi est-ce que ça se produit aujourd'hui? Tout simplement, il y a un passage entre une action de l'humain et de ses organisations sur son environnement qui était négligeable. C'est-à-dire que les organisations humaines ont toujours eu un impact sur leur environnement. Néanmoins, on a pu considérer qu'il était négligeable du fait de la masse de l'environnement par rapport à l'activité humaine. Et aujourd'hui, on a une saturation de l'environnement. Et c'est très intéressant, très important de noter que je ne parle pas de cette écologie environnementale qui s'affaire uniquement à regarder le problème sous l'angle de la nature, mais de deux autres types d'écologie. Une écologie sociale, qu'est-ce qui fait qu'il y a des sociétés ou pas sociétés, la confiance en les institutions, le fait d'être ensemble, etc. Et puis une écologie de l'esprit, qu'est-ce qui fait qu'on pense correctement, on est capable de produire de la subjectivité, de faire de l'être avec, d'accepter l'altérité, de ne pas se refermer sur soi. Ces trois écologies, écologie mentale, écologie sociale et écologie environnementale, sont nos problèmes. Pourquoi est-ce que ça intervient maintenant? Espèce de jeu de hasard, au début du XXIe siècle, le numérique pénètre l'entreprise. Avant, on avait un téléphone dans le bureau, de temps en temps on le décrochait quand notre femme nous appelait pour nous dire que le gamin avait vomi à l'école et qu'il fallait aller le chercher. À part ça, on ne regardait pas le 13h, à la limite le 20h le soir, de sorte que les entreprises étaient constituées comme des boîtes avec des cadres. Et ce qu'on y faisait ne regardait que le type d'après qui, dans la chaîne de production, allait faire quelque chose. Mais ça n'avait pas d'impact sur le monde extérieur. À partir du moment où vous avez ICQ, et puis Microsoft Passport pour les vieux d'entre vous qui s'en souviennent, et puis MySpace, et puis Facebook, et puis des téléphones portables, vos amis, votre famille, vos enfants sont en relation continue avec vous, entremêlés dans les messages du travail. Un email professionnel, une réponse au gamin. Donc en fait, un attentat à Kaboul, un attentat en Afghanistan, c'est l'email de la machine à café. Et tout ça se mélange. Ça veut dire quoi? Que l'entreprise est un corps continu avec la société dans laquelle elle est maillée. Nous sommes donc aujourd'hui devant une obligation qui est celle de mettre en place un triptyque remarquablement simple pour pouvoir modifier les entreprises, pour qu'elles prennent la conscience de leur action sur leur environnement. C'est se doter d'informations, de connaissances et d'ambition. L'information, elle est très simple, elle est disponible partout. On n'a jamais pu posséder autant d'informations dans le monde, on peut l'avoir. La connaissance, c'est plus compliqué. La connaissance, c'est ce qu'on fait chez Eranos. Amener de la connaissance et l'information, c'est pas la même chose. Quand on connaît quelque chose, on se maille avec elle. Quand on dit j'ai connu le deuil ou j'ai connu l'amour, on est devenu un peu nous-mêmes le deuil, on est devenu un peu l'amour. Si je vous dis je connais toutes les coordonnées de GPS de Rome, est-ce que je peux vous dire je connais la ville de Rome? Non, ça c'est un savoir sec. Amener la connaissance, c'est produire de l'attachement. Si vous connaissez votre territoire, vous ne pouvez pas le laisser s'effondrer devant vous. Amener de la connaissance, c'est se rentrer profondément dans ce qui nous entoure. C'est ce qu'on fait chez Eranos, c'est la manière par laquelle on se maille avec les entreprises. Mais le mécanisme de travail, de passage en entreprise à mission, amène exactement les mêmes choses. Il faut savoir qu'on ne décide pas qu'on soit une entreprise à mission. Il faut travailler pendant de longs mois avec les gens qui nous entourent. Et enfin, j'en finirai là, de l'ambition. Parce que c'est en même temps un peu apeurant et en même temps exaltant que d'être devant les challenges qui nous attendent. Il faut des hommes et des femmes capables de les relever. Par capable, on ne veut pas dire outillés pour les relever, mais tout simplement volonteux, au sens collectif du terme, qui ont envie d'écouter, qui abordent ces problèmes avec modestie et qui ont surtout envie de rentrer dans ce mécanisme d'attachement avec le monde ayant réalisé qu'ils en sont partis. Merci Emery, Mickaël. Dans l'échange que tu viens d'aborder, cette démonstration, ça me renvoie à un sujet quand tu présentais le mélange de ces messages professionnels et personnels quotidiens et chaque heure, chaque minute, on sait ce qui se passe
Et heureusement, tu vois, moi j'ai une fille qui a été opérée de l'appendicite hier, elle est mère de 2 enfants, du jour au lendemain, elle était au bureau le matin, une crise, l'après-midi elle est à l'hôpital, on l'opère le soir, le lendemain elle rentre à la maison. J'aurais pu passer à côté de tout ça si tout ceci n'existait pas en fait, hein. Elle est juste à l'étranger. Donc c'est intéressant effectivement que tout ça existe. Après, il faut arriver à contrôler tout ça, ces équilibres. Ce matin, vous avez certainement vu les nouvelles lois du Portugal sur le droit à la déconnexion. Aujourd'hui, c'est l'État qui se mêle de savoir à quel moment on commence à travailler, à quel moment on arrête de travailler. Alors, en France, ça existe depuis longtemps, mais le Portugal vient de légiférer hier sur ce sujet-là en donnant des amendes à l'employeur qui envoie un SMS, un mail directement. En France, l'État se mêle de pas grand-chose. Non, de tout. De tout, uniquement de tout. Donc, Emery, existe-t-il un parcours type à réaliser pour devenir une entreprise à mission? Quel est le parcours? À chacun de l'imaginer. Chacun Il n'y a pas de l'imaginer. parcours type, et parce que le parcours, il va dépendre de l'histoire de l'entreprise, de sa culture, de ses valeurs, de ses métiers, de ses équipes, de la vision que porte le dirigeant, de ce qu'il peut contribuer, de ce qu'il a envie de changer dans le monde. Et donc, il n'y a pas de parcours type, mais par contre, il y a des invariants dans le parcours. D'abord, je pense que le premier invariant, c'est il ne faut pas réfléchir tout seul. C'est l'ensemble des parties prenantes qui seront les plus à même de définir la raison d'être ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est un projet collectif. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'engager pour une entreprise? C'est qu'on y trouve du sens. Avant tout, pour moi, RSE, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Donc, faire une démarche collaborative, c'est sans doute la meilleure façon de ne pas trop se tromper dans la formulation de la raison d'être, qui est un exercice qui n'est pas simple et qui est une question assez essentielle qu'on ne se pose pas suffisamment dans nos organisations et dans nos entreprises et dans notre vie. Pourquoi on existe? À quoi on sert? Qu'est-ce qui se passerait si on n'existait pas? Qu'est-ce qui se passerait si tous les acteurs de notre marché adoptaient nos bonnes pratiques? Pour Camif, ça a mis 2 ans et demi pour sortir 2 phrases qui sont constitutives de notre raison d'être. Non pas que nous ne soyons pas efficaces, mais on a interrogé largement des clients, des fournisseurs, des acteurs du territoire, des actionnaires, des collaborateurs. Et on a mis 2 ans et demi pour intégrer dans nos statuts la mission, proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'on est convaincu qu'on arrive au bout d'un modèle et qu'il faut tout réinventer. Alors ça, c'est la première chose, une démarche très collaborative. Ensuite, l'enjeu clé, c'est que cette réflexion-là, elle amène à des changements et des transformations profondes dans le modèle de l'entreprise. On ne parle pas de RSE, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire à côté du business, c'est comment au cœur du business, je vais pouvoir avoir, à travers mon activité principale, un impact positif sur des enjeux que je vais définir parce qu'ils sont singuliers à chaque entreprise et que ma raison d'être et mes objectifs de mission ne peuvent pas être les mêmes que ceux de Michael. Voilà. Et donc, l'important, c'est que la raison d'être, on la traduise en objectif de mission. Et si on ne la traduit pas en objectif de mission, alors elle n'aura pas d'ancrage dans le réel, n'aura pas d'ancrage dans la feuille de route de l'entreprise, et donc ça ne servira à rien. Et donc ça, c'est un deuxième travail qui se fait là aussi de manière collaborative. Et le fait de formuler des objectifs de mission, pour Camif, on en a formulé 5 en 2017, ça nous a mis en tension, ça nous a mis un degré d'ambition. Quand on dit faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous oblige à complètement innover, revoir les 21 000 références du catalogue Camif dans l'équipement de la maison, du mobilier, de la literie, du linge de maison, pour voir comment sont fabriqués les produits et comment on peut remplacer un certain nombre de composants par des composants issus du recyclage, comment on peut faire plus local, comment on peut faire mieux avec moins. Et ça nous développe quelque part une performance parce que, in fine, les produits qu'on sort aujourd'hui, on ne les retrouve pas sur les autres marketplaces. Ils protègent nos marges, ils protègent la marge de nos producteurs, créent donc une valeur économique pour nous. Et puis, ils créent une valeur sociale. On a pu mesurer que pour un emploi qu'on crée à Niort, à la Camif, c'est 14 emplois qu'on crée en France, de par l'attention qu'on porte à localiser, relocaliser toute la chaîne. Et enfin, une valeur environnementale. Alors, parfois, et c'est un troisième invariant, ça demande du courage. Parce qu'il y a des injonctions contradictoires. Et il faut remettre du temps long. Je pense que le temps long est absolument indispensable pour réussir cette démarche-là et pour voir les premiers effets positifs, finalement, des renoncements que l'on va avoir à opérer pour s'aligner par rapport à la mission. Parce qu'il n'y aura rien de pire qu'une raison d'être qui est
perçu de manière insincère par les collaborateurs, ça se retourne complètement contre la démarche de l'entreprise. Des exemples me viennent à l'esprit. Voilà, enfin, Les boomerangs. et en même temps, il faut créer de l'ambition, il faut avoir de l'ambition et créer une tension positive, créative dans l'entreprise. Et donc ce temps long, il est absolument nécessaire parce que les renoncements, on a opéré notre premier renoncement fort en 2017 en renonçant au Black Friday. On a fermé le site de Camif pour faire passer notre premier message, notre premier objectif de mission, informer, sensibiliser sur la consommation responsable. Bon, bah là, forcément, à court terme, c'est pas bon pour le chiffre. L'année dernière, 1000 sites e-commerce ont boycotté le Black Friday et on a fait 44% de croissance. Donc, on a tiré les profits quelque part du renoncement. Les renoncements d'aujourd'hui, c'est les profits de demain. Mais il faut du courage, il faut tenir et il faut du temps long. Merci, Emery. Ça me renvoie évidemment là encore à une des conséquences de l'entreprise à mission. C'est au fond, comment est-ce qu'on va répartir le résultat et la performance de l'entreprise lorsqu'on décide de transformer son entreprise à mission. Les capitalistes qui détiennent les entreprises vont avoir un regard tout particulier sur le sujet. Bien évidemment, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Florence, j'imagine que les conséquences qui viennent d'être évoquées sont multiples pour les entreprises qui se lancent dans ces démarches, notamment en termes de culture managériale. Ça a été légèrement abordé. Alors la culture managériale, on sait ce que c'est aujourd'hui, la difficulté, la souffrance des managers de piloter des équipes en télétravail. C'est ton sujet quotidien de souffrance à gérer, psychologique des managers qui ne trouvent plus leur place. Mais dans le cas qui nous occupe, quels sont ces termes de culture managériale auxquels ces dirigeants vont être confrontés au fond, Donc les résistances, les renoncements qui viennent d'être évoqués. Peut-être c'est exactement dans la Quel conseil tu donneras? Dans la poursuite de ce que vient de dire Emery, moi j'irais dire s'il nous faut des managers courageux. Donc déjà, comment est-ce qu'on apprend à devenir un manager courageux? Ça s'apprend pas. Est-ce que ça s'apprend? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a un type de management en France qui est quand même encore très monolithique, très descendant. Ce sont des experts qui sont devenus des managers. J'adore. Donc ça, c'est un management, on a un management d'expertise en France. Et ça, c'est une vraie spécificité qui crée en fait énormément de conséquences négatives. Et aujourd'hui, donc, il va falloir transformer ce management. Et donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec ce besoin aujourd'hui de managers différents, de managers plus courageux, mais surtout aussi de managers qui font confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe d'un management par le contrôle à un management par la confiance. Et là, on est sur un sujet de culture, vraiment d'entreprise, mais de culture même, j'allais dire, de pays. C'est-à-dire, depuis qu'on est tout petit à l'école, on a un maître qui nous dit « tais-toi, fais comme ça », et on entoure les choses en rouge qui ne vont pas bien, on ne voit jamais le positif, et on n'apprend pas à travailler ensemble et à responsabiliser les gens. On est dans une surprotection. Et donc, nous, on crée des communautés de managers pour que les gens apprennent les uns des autres déjà. Pas simplement de la théorie. Oui, il y a des choses théoriques, mais ça va assez rapidement. Mais en revanche, apprendre à transformer un manager. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais aussi, Michael, tout à l'heure, sur le lien. Moi, je crois qu'effectivement, on se transforme en tant que manager et on cherche à devenir un meilleur manager que si on a vu son copain d'à côté dire « tiens, là, ça a marché ce que j'ai fait ». Voilà, c'est du partage, c'est de l'échange. C'est parce qu'on va créer du lien qu'on va avoir envie aussi de se transformer. Parce qu'un manager qui manage depuis 20, 30 ans, il pense qu'il fait bien. Ouais. Et il est toujours dans l'idée de dire que je fais bien. Si son propre manager lui fait des entretiens annuels d'évaluation positifs, il est à peu près convaincu qu'il continue d'avoir raison. Oui, mais la problématique, c'est que même ce manager-là, il n'est pas forcément lui-même dans une nouvelle culture, je dirais. C'est tout le sujet, exactement, Gilbert. Mais c'est vrai, c'est la provoque. Mais vous voyez, mettre en place des communautés de managers, former les gens. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une des grandes exigences et un des grands enjeux, c'est de faire monter en compétence l'ensemble des managers. Et là, il ne suffit pas qu'il n'y en ait que quelques-uns qui montent en compétence. Parce que le management hybride, dans lequel on va être tous aujourd'hui, à devoir manager pas seulement des gens de temps en temps totalement en télétravail ou totalement sur site. C'est pas ça l'hybride. L'hybride, c'est de devoir faire les deux en même temps. C'est ça qui est compliqué. C'est cette hybridation-là qui doit transformer complètement les choses. Et c'est pas facile. Et donc, ça va prendre du temps. Mais en revanche, le chemin est très positif si on y arrive. Voilà. Et franchement, moi, j'invite l'ensemble des entreprises à développer ces communautés de managers et à les faire progresser ensemble.
On ne peut que souhaiter, merci en tout cas Florence pour cette intervention, on ne peut que souhaiter que les managers, effectivement, qui ont 25-30 ans de management selon des modèles, puissent trouver leur place dans les entreprises de demain. Exactement. Parce qu'on a déjà des chômeurs de longue durée de 50 ans et plus dont on ne sait pas quoi faire en France. C'est un mécanisme qu'on retrouve dans tout l'Occident. C'est un vrai sujet quand même. Hein. Donc comment s'adapter, avec quels moyens, avec quel temps long par rapport à la performance annuelle de l'entreprise qui revisite ses budgets tous les 3 mois. Dans le cadre des revisites budgétaires, tout ça peut paraître comme ça assez incompatible pour les gens qui nous écoutent. Donc un grand chantier. Rémi, avant la conclusion, est-ce que vous réfléchissez vous-même à faire de CDB une entreprise à mission ou elle a toujours été une entreprise à mission au fond? Au fond, je pense que oui. En fait, ça serait facile pour nous d'être entreprise à mission. Alors, s'il faut consulter la terre entière, il faut le faire, évidemment. Mais en fait, ce qui m'anime, moi, personnellement, depuis 35 ans que je fais ce job, cette société va fêter ses 20 ans, donc j'avais une première entreprise avant. Mais j'ai été frappé il y a 35 ans, j'étais ingénieur travaux. Et j'avais fait une salle de réunion à Sophie Antipolis pour une entreprise lambda. Et les gars étaient super contents parce qu'ils pouvaient se réunir sans gêner. Ils n'avaient pas du tout de... Je me suis dit, mais c'est rien, quoi. J'ai juste fait... Et le bonheur qui... Ressenti, ouais. Ouais, mais c'était... Alors je me suis dit, bon, là, ça m'intéresse parce que j'ai une valeur ajoutée considérable pour faire des lieux dans lesquels les gens... C'est un outil de travail dans lesquels les gens vont pouvoir s'exprimer, s'épanouir, etc. Donc en fait... Depuis 35 ans, je fais ça, moi. Et donc, j'ai entraîné ma centaine de collaborateurs à faire ça. Et on a fait on a installé des milliers de personnes, finalement, toutes ces années, dans des lieux qui évoluent. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de se faire des lieux qu'on aime, des lieux pour collaborer, parce que c'est en train d'évoluer. C'est surtout collaborer, se retrouver, se trouver, ce que tu disais tout à l'heure. Et puis, on continue même par faire maintenant de la formation à l'usage. C'est-à-dire qu'on a mis 20 ans pour se passer du papier. Et donc, en fait, cette histoire d'hybridation, c'est très compliqué. Donc, on fait des lieux qui autorisent cette hybridation. Hein, on essaye de coller à l'actualité en adaptant les lieux. Mais l'usage et comment on peut surfer sur les lieux pour pouvoir adapter le management, adapter les comportements, c'est quelque chose qu'on partage avec... Alors oui, je crois que je manque pas de courage et par contre, je serais bien... Alors je sais pas si c'est lequel de vous trois peut me guider et m'aider pour aller plus avant dans cette entreprise à mission, mais je serais ravi. Moi, je suis complètement... dans cette logique-là, je serais ravi. J'ai un axe précis, donc je vous avez rejoins déjà la communauté des entreprises à Voilà. mission. Mais demain matin, ou cet après-midi même. Merci, sans problème, ouais. Merci Rémi pour cette intervention. Je suis ravi qu'on ait déjà trouvé le 365e, et ça c'est parfait. Ouais. 26e. Donc en conclusion, et en guise de conclusion, je demanderai à Emery, est-ce que le jeu en vaut la chandelle en 1 minute? Le chemin est passionnant et c'est le chemin qui transforme. Au bout, il y a de l'engagement, de l'innovation, du plaisir, de la performance. Donc ma réponse, elle est très, très rapide. Bien sûr que oui. Et je terminerai par une petite anecdote parce qu'on a un médecin et qu'on sort de la COP26. C'est l'entreprise le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition et on a besoin de l'activer aujourd'hui. Il y a un test qui s'appelle le score de Glasgow. Vous connaissez, Florence, le score de Glasgow, quand le COP26 était à Glasgow. Quand un patient a un traumatisme crânien, et c'est ce qui nous est arrivé, on a marché sur la tête tout le XXe siècle en pensant qu'on pouvait faire de la croissance infinie. Eh bien, on fait trois questions. Est-ce que d'abord il a les yeux ouverts? Alors oui, aujourd'hui on voit bien les effets du dérèglement climatique, on les observe tous et on les partage. Est-ce qu'il y a une réponse verbale? Oui, aujourd'hui, il y a la Greta qui dit blablabla, il y a le GIEC qui dit attention, on va dans le mur. Et est-ce qu'il y a une réponse motrice? Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une réponse motrice et qu'on passe à l'action. Et l'entreprise à mission est le meilleur cadre pour passer à l'action. Merci Emery. Mickaël, je te laisse le mot de la fin avant la conclusion. Je serai très court, je pense que... Tu n'as pas le choix. Et donc, par contrainte, je serai très court, sinon je parlerai longtemps. Je pense qu'il y a une question très simple qui peut être posée. Il y en a deux. Et la première, c'est par tous les entrepreneurs, tous les dirigeants, au lieu de se demander dans quoi j'ai envie de m'engager,
se demander qu'est-ce qui m'engage déjà du fait de mon existence. Je pense qu'on trouve des trucs dont beaucoup sont des gisements de croissance pour l'entreprise. C'est la première question. Et si jamais vous êtes un collaborateur et que vous ne sentez pas avoir l'oreille de vos dirigeants, la question, quand vos dirigeants se jettent sur l'octroi de moyens afin de réaliser des fins, vous savez, l'entreprise est obsédée par ses fins, plus 12%, plus machin, etc. Posez une question, très bien, mais si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie la fin? Merci, Michael. Généralement, ça bloque les Vous avez 4 heures. Ça me rappelle les vieux souvenirs de philo. Ça fait mal, ça. Bon, très bien. Bah, écoutez, nous voilà arrivés au terme de cette toute première émission GHW. Je tenais à vous remercier du fond du cœur. Florence, Emery, Michael et Rémi d'avoir partagé ce moment très spécial pour moi à mes côtés et d'avoir partagé vos expériences et vos conseils précieux sur ce sujet des entreprises à impact. Un sujet sur lequel nous reviendrons certainement, d'autres émissions sont prévues. Merci également au réseau Agora Manager, aux équipes d'Agora Média et à Michael Lejar, des personnes de cœur, je vous assure, d'avoir accepté le principe de cette émission et de la coproduire. Alors je vous souhaite une excellente fin de journée et si le sujet de la mort subie de l'adulte et de la prévention des gestes qui sauvent vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.globalearthwatch.org ou de m'appeler sur mon portable que vous récupérez rapidement pour devenir mécène et ambassadeur de notre cause. En quelques années, 12 personnes ont été sauvées par les personnes que nous avons formées. Donc parfaitement identifiés, ces gens vivent aujourd'hui grâce à nos bénévoles que nous avons formés. Merci à toutes, merci à tous et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.